BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Il est 12h05 et comme chaque jour à cette heure-ci dans Intégral Placement, vous avez la parole. Vous nous envoyez vos questions sur votre argent et on y répond, on y apporte des solutions avec aujourd'hui Frédéric Durand-Bazin. Frédéric qui est resté avec nous, ça va toujours ? Très bien. Très bien, rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Beaucoup de questions encore ce matin, Frédéric, sur notre site bfmbusiness.com. On va commencer avec la question de Marc. Marc, il a entendu sur BFM Business que beaucoup de Français se détournaient de l'assurance vie. Et du coup, il s'inquiète pour le niveau de rendement de son fonds en euros en 2012. Est-ce qu'il doit s'inquiéter ? Alors c'est tout le paradoxe, c'est vrai que c'est assez remarquable cette année depuis le début de l'année, donc c'est les 9 premiers mois, on a assisté à une décollecte assez importante, 5,1 milliards d'euros ont été enlevés des contrats d'assurance vie, ça c'est la Fédération française des sociétés d'assurance qui le dit. Alors est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Pas sûr. Pourquoi ? Il y a un analyste assez intéressant qui s'appelle Cyril Chartier-Castler qui vient de sortir une étude justement sur l'impact de cette décollecte. Et voilà ce qu'il dit. Et ceci dit, je trouve que son analyse est intéressante, du coup, je la reprends volontiers à mon compte. Il dit, en fait, aujourd'hui, il y a moins d'argent à placer sur les marchés. Or, les conditions de rémunération des obligations sont plutôt assez médiocres. Oui. On parlait tout à l'heure des taux à 10 ans qui sont à 2,07. Quel rendement on va obtenir avec ça ? C'est pas certainement ces obligations qui va nous permettre de tenir plus de 3% sur le fonds d'assurance vie. Donc ça veut dire que finalement les anciennes obligations qui ont été émises dans le portefeuille, elles ont pas, les gens n'ont pas besoin de les vendre et surtout ils n'ont pas besoin de racheter de nouveaux papiers. Donc ça veut dire que finalement les assureurs vont pouvoir continuer à capitaliser sur leurs anciennes obligations. Plus attractif que celles émises actuellement. Des taux plus élevés. Et donc, on se demande si cette année, en tout cas sur 2013, parce que 2012, on pense qu'il va sans doute y avoir peut-être encore une légère baisse, et encore, c'est même pas sûr. Mais peut-être que 2013, on va assister pour la première fois depuis 15 ans maintenant à un retournement de tendance. Et peut-être on va voir les rendements augmenter légèrement, mais augmenter un peu. Bon, voilà. Ouais. Donc pas de quoi s'enflammer quand même. Donc que Marc ne s'inquiète pas. Et de toute façon, l'assurance vie, ça reste quand même le meilleur rempart aujourd'hui contre l'inflation. Puis on rappelle que la décollecte qu'on commente avec plaisir au cours des derniers mois, même si elle représente 5 et quelques milliards, vous nous l'avez dit, 5,1 milliards. Oui, c'est sur 1 milliard. 1300 milliards, pardon. D'encours total, donc ça reste quand même à la marge. Ouais. C'est une petite respiration, on va dire. Voilà. Oui, mais c'est symptomatique. Ça fait un an qu'on a la décollecte. D'accord. Il faut rappeler les échelles de grandeur, tout de même. Romain qui vient de souscrire un livret A dans sa banque et il s'étonne que la procédure d'ouverture soit si longue. Son établissement se justifie en expliquant qu'ils font des recherches pour savoir s'il n'en détient pas déjà un. Qu'en est-il exactement ? Alors, il est vrai que y a un décret qui est sorti en octobre, donc c'est le 4 octobre 2012, qui oblige désormais les banques à faire des recherches pour s'assurer que un client qui vient ouvrir un livret A n'en détient pas un autre dans un autre établissement. Donc, on rappelle que chaque personne ne peut détenir qu'un seul livret A. Donc ça, c'est la règle. Sauf que depuis la libéralisation de la commercialisation du livret A, il est très aisé d'en ouvrir un à la poste ou de conserver le sien à la poste ou la caisse d'épargne. Historiquement, c'était les deux banques qui les distribuaient. Et puis d'aller en ouvrir un ailleurs dans son établissement bancaire, la BNP, la Société Générale, etc. Et sauf que les fichiers n'étaient pas forcément très connectés entre eux. Donc il y a eu des doublons pendant très longtemps. Donc l'idée de ce décret, c'est d'interdire les doublons. Alors comment ça se passe ? Le banquier chez qui vous allez faire une demande d'ouverture de livret A va faire une demande lui-même auprès de la Banque de France pour s'assurer que le client n'en détient pas déjà un. Et alors qu'est-ce qui se passe si jamais il découvre que ce client il va pas aller le fusiller sur la place publique, je vous rassure. Il va juste lui proposer, et c'est plutôt assez intéressant, soit d'aller fermer son premier livret A, parce qu'a priori on peut penser que s'il veut l'ouvrir dans sa banque, c'est qu'il préfère aller chez son banquier plutôt que à la caisse d'épargne. Soit de s'occuper lui-même. Donc le banquier va se proposer de s'occuper lui-même de la fermeture de son ancien livret A et de rapatrier les fonds sur son nouveau livret A. Alors ça prend cette deuxième solution, c'est la plus pratique parce que on n'a rien à faire. Rien. Par contre, c'est la plus longue parce que a priori l'ancien établissement va un peu traîner des pieds pour transférer les fonds. Donc si vous êtes pressé, allez plutôt vous-même fermer votre livret A, ça va vous prendre 3 minutes, vous récupérez les fonds, il vous fait un chèque et vous allez verser sur le livret A. Sur l'autre livret A... Faut être honnête, ça prend un peu plus que 3 minutes. Ouais, allez,
on va dire une petite journée. Par ne contre, serait-ce que parce que souvent, il faut demander le chèque plusieurs jours avant. Enfin, Ouais. bon, on est d'accord, quelques jours voilà, quelques et jours. quelques minutes. Par contre, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous faites faire ça par votre banquier, ça prendra une quinzaine de jours, et puis vous êtes soulagé de tout souci. Voilà. On est d'accord. Voilà la réponse pour Romain qui nous écrivait de Lyon. Allez, une question de Valérie à présent. Valérie souhaiterait savoir s'il est vraiment intéressant d'investir dans la location meublée. Alors on en parle beaucoup de la location meublée. Pourquoi c'est intéressant a priori? Parce que quand vous louez meublé, le loyer que vous pouvez exiger de votre locataire est souvent plus élevé. On a fait une étude et globalement c'est en moyenne sur Paris, par exemple, c'est 16% de plus quand vous louez un meublé que quand vous louez nu. Donc l'intérêt peut être assez important. Et puis surtout quand vous louez meublé, vous ne relevez pas du même régime fiscal. Quand vous louez nu, c'est des revenus fonciers avec une fiscalité qui est plutôt assez dissuasive. Quand vous louez meublé, vous relevez des bénéfices industriels et commerciaux. Bon, ça, c'est une des bizarreries du code fiscal. Et c'est une fiscalité moins lourde. Alors, elle est moins lourde. Pourquoi? Parce que vous pouvez bénéficier d'un régime qui s'appelle le micro-BIC. Alors, le micro-BIC, vous avez le droit de bénéficier d'un abattement de 50% sur le montant de vos loyers et vous êtes imposé que sur cette partie-là. Alors que quand vous êtes en revenu foncier, vous avez l'équivalent qui s'appelle le micro foncier, mais là l'abattement n'est que de 30%, donc vous êtes imposé sur 70 d'un côté, 50 de l'autre. Et puis surtout quand vous êtes en BIC, donc en bénéfices industriels et commerciaux, vous avez le droit de tout déduire de vos loyers, y compris l'amortissement du bien. Ce qui n'existe pas dans le cas du revenu foncier, sauf si vous passez par un dispositif de défiscalisation comme le cellier ou le futur du flot. Donc c'est le meilleur des deux mondes là que vous. Alors c'est plutôt le meilleur des deux mondes, sauf qu'il faut faire quand même très attention, notamment sur Paris. La mairie est très attentive au fait qu'on ne retire pas du marché locatif des biens pour les mettre en meublé saisonnier. C'est ce qui arrive quand même assez souvent. Et donc du coup, il faut regarder sous quel statut vous êtes. Et puis aussi, si vous êtes en copropriété, il faut demander quand même l'autorisation de la copropriété pour louer en meublé, parce que comme c'est une activité commerciale, toutes les copropriétés ne l'autorisent pas. Donc il faut convoquer une assemblée générale. Non, il faut regarder. Si voilà, il faut regarder juste si c'est autorisé ou pas. D'accord. Et si jamais c'est pas autorisé, oui, alors à ce moment-là, il faut que, dans le cadre de la prochaine assemblée générale, vous pouvez poser la question pour autoriser une activité commerciale. D'accord. Le petit défaut quand même quand on fait la location meublée, c'est que les locataires qu'on va recevoir ne sont pas obligés de donner un préavis très longtemps à l'avance avant de s'en aller. C'est la contrepartie de la location liberté. normale à nu, comme vous dites, c'est 3 mois. Pour la location meublée, c'est beaucoup moins. C'est 1 mois. Et puis surtout, c'est la contrepartie de la liberté. Le bailleur est plus libre parce que les baux c'est des baux de droit commun. Sauf si c'est pour l'habitation principale de locataire. Là, cette fois, le bail doit durer au moins 1 an ou 9 mois si c'est un étudiant. Et puis une fois qu'on a fini de monter ses propres meubles en kit d'une fameuse... Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez donné, ça permet d'en monter de nouveaux. C'est l'avantage. C'est génial. C'est fabuleux. Bon allez, on s'interrompt dans notre série de questions-réponses pour accueillir Sophie Tussaud pour l'essentiel de l'info. Il est 12h13. Bonjour Sophie. Bonjour Cédric, bonjour à tous. François Hollande va tenter ce soir de redorer son image présidentielle et de convaincre les Français. Il va donner sa première conférence de presse, la première de son quinquennat devant plus de 300 journalistes à l'Elysée. 6 mois après son investiture, François Hollande est au plus bas dans les sondages. Un effort supplémentaire pour les 100 communes les plus pauvres. L'Assemblée nationale a voté ce matin une hausse de 50% pour l'année prochaine de la dotation de développement urbain. Elle passera de 50 à 75 millions d'euros. Un geste à la suite de la grève de la faim du maire de Sevran qui réclame une aide pour sa commune. Le ministère de l'Intérieur dénonce une instrumentalisation avec les chiffres de la délinquance dévoilés par le Figaro. Selon le quotidien, les violences ont fortement augmenté le mois dernier. Sur 1 an, la place Beauvau contre-attaque et dénonce une manipulation du précédent gouvernement. Et puis le mouvement de grogne d'une partie des médecins libéraux et des internes se poursuit aujourd'hui. La grève touche 2/3 des cliniques privées et entraîne la fermeture de nombreux blocs opératoires. Merci Sophie, on vous retrouve dans un quart d'heure. En attendant, le CAC 40 est en baisse assez nette d'un petit peu plus d'1%, moins 1,01%. L'eurodoll 1,2673. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business.
Et on reprend le fil de nos réponses à vos questions avec Jean-Pierre qui nous écrit à Marseille et qui s'intéresse au statut des auto-entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de projets, de rumeurs, d'idées lancées sur ce dossier, notamment avec le gouvernement qui voudrait rapprocher les cotisations des auto-entrepreneurs de celles des autres travailleurs indépendants. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan justement de ce statut ? C'est vrai, avantageux. Est-ce qu'il va être mis à mort ? Non. Non, alors, il faut rassurer tout de suite l'ensemble des auto-entrepreneurs. Il y en a plus de 900 000. Ça a connu un grand succès. C'était créé en 2008. Et aujourd'hui, il y a plus d'auto-entrepreneurs qui se créent que d'entreprises. Donc ça, c'est quand même assez notable. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut créer son statut en quelques minutes sur Internet. Ça, c'est une véritable révolution. Et puis surtout, comme vous l'indiquiez, les auto-entrepreneurs bénéficient de cotisations qui sont quand même allégées par rapport aux autres professions. Alors, qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui va changer ? Ça, c'est important de faire le point là-dessus. Alors, le gros avantage du statut auto-entrepreneur, c'est que tant que vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de cotisation à payer. Ça, ça reste, ça ne va pas être modifié. Et surtout, c'est le gros avantage du statut. Parce qu'on sait que les premiers mois, peut-être même les premières années, c'est quand même dur de développer une clientèle. Donc le chiffre d'affaires est souvent nul. Et ben là, tant qu'on ne travaille pas, on ne cotise pas. Donc ça, c'est vraiment la grande spécificité, et ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les cotisations à partir du moment où vous avez du chiffre d'affaires ? Alors oui, elles vont augmenter. Mais elles vont augmenter raisonnablement. Elles vont se rapprocher un peu des cotisations qui sont payées par les autres professions, mais tout en restant plus favorables. Prenons le cas, par exemple, d'une activité de vente de marchandises. Pour bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, il ne faut pas réaliser plus de 81 500 € de chiffre d'affaires. En 2012, ces auto-entrepreneurs payaient 12% de cotisations sociales. En 2013, ils paieraient, a priori, si le statut est confirmé, 14%. Donc ça fait 2 points de plus. C'est pas négligeable, mais ça reste, on va dire, raisonnable. Pour les prestations de services et pour les activités libérales, il ne faut pas réaliser plus de 32 600 € de chiffre d'affaires dans l'année. Ça, ce seuil ne bouge pas. Par contre, les cotisations, elles vont monter. Pour les prestations de services, on va passer de 21,30 à 24,60. Et pour les activités libérales, on va passer de 18,30 à 21,30. Donc voilà, c'est sur ce taux que ça va bouger. Malgré tout, oui, le statut, lui, est confirmé. Le statut est confirmé et je pense que ça serait une erreur majeure de revenir dessus. Oui. Donc ça vaut encore le coup de s'inscrire comme auto-entrepreneur, même si la fiscalité va un peu s'alourdir aussi sur les auto-entrepreneurs. Réponse donc à Jean-Pierre. Une autre question sur notre site bfmbusiness.com. Pascal nous a écrit justement. Pascal qui reçoit de nombreuses publicités de boutiques, lui proposant de racheter ses bijoux en or. Pascal vous demande s'il doit faire confiance à ses boutiques et s'il peut leur revendre ses bijoux en or. Alors, on avait consacré une chronique il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines sur l'or, et on se rend compte que c'est vraiment un sujet qui préoccupe énormément et nos lecteurs et vos auditeurs, parce qu'on a un courrier immense sur l'or. Alors c'est vrai que l'or, en temps de crise, c'est valeur refuge. Et surtout, en temps de crise, c'est un développement incroyable de boutiques qui se proposent de racheter votre or. Alors, a priori, les boutiques sur Internet, parce que éventuellement on peut parler de celle-ci, elles ont tous signé une charte qui fait que a priori elles sont censées respecter un certain nombre de règles, notamment afficher assez rapidement sur la page d'accueil le cours auquel ils vous rachètent l'or et les modalités de reprise. Par contre, il existe des petites officines. Alors peut-être que si vous allez faire les courses au supermarché, vous avez pu en voir devant les caisses des petites officines qui se proposent également de racheter votre or. Alors l'INC, l'Institut national de la consommation, a fait un test auprès de 150 de ces officines et ils se sont rendus compte quand même que, au final, les prix de rachat variaient du simple au double, ce qui est quand même absolument incroyable. Hallucinant. C'est totalement hallucinant. Donc, c'est pas de l'arnaque. Globalement, le rachat d'or, mais il faut être extrêmement vigilant, il faut se renseigner, regarder d'abord ce qu'on va dire à notre auditeur, regardez d'abord le cours de l'or et comparez-le au prix auquel on vous propose de le racheter.
Et dans ces conditions, vous verrez tout de suite si vous vous faites arnaquer ou Ne pas. pas faire va-vite, quoi. Non, jamais. Et un peu comme tout investissement, enfin. Et oui, mais quand vous êtes à la sortie de la caisse de votre supermarché, vous venez d'acheter vos couches culottes et puis votre choucroute, c'est vrai que Inévitablement, vous pensez aux bijoux de mamie qui eh sont ben dans oui, la parce boîte qu'après, il faut payer les courses de la fois d'après. Ouais. Ça veut dire que malgré tout, si on va encore plus loin, ça veut dire que les boutiques sur Internet sont plus fiables que les boutiques physiques qu'on peut croiser. C'est une règle générale ou... Non. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'a priori, celles qui sont sur Internet ont signé cette fameuse charte déontologique. Donc c'est la première chose à vérifier qu'ils ont signé la charte. S'ils ont signé la charte, allez-y, mais après quand même avoir vérifié un certain nombre de points, notamment le prix de rachat. Voilà, et ne pas forcément Ils ne sont pas engagés à racheter cher, ils sont engagés à afficher le prix de rachat. Tout à fait, non, c'est vrai, tout est dans la subtilité, dans la nuance. Ouais. Voilà, bon, bah voilà, on est prêt, on est paré et on part armé face aux arnaqueurs et à ceux qui veulent abuser peut-être de profiter de nos bijoux abusivement. Voilà, Frédéric Durand-Bazin. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, merci. On se retrouve mardi prochain. À la semaine prochaine. Rédacteur en chef du magazine Le Particulier, qu'on n'a pas entre les mains cette semaine, mais moi je vais vous le montrer parce que je l'ai. Vous l'avez. Pas de raison. Allez-y, on va donc je fais ma propre publicité. Voilà. Donc dépêchez-vous parce que c'est le numéro qui est en kiosque. Nous venons de boucler hier le numéro prochain. Voilà. Vous aurez dans 15 jours. Exactement, le numéro du mois de décembre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc Frédéric Durand-Bazin fait son auto-promo. Merci Frédéric et à la semaine prochaine. Et le CAC perd 1%.